Thank you for viewing this YouTube archive of a Conscious Consumer Network broadcast. Please feel free to share it far and wide. Check out our weekly broadcast guide for weekly updates on scheduled broadcasts. Help keep us on the air by contributing to our network support fund. You can follow us on Facebook and Twitter, or get in touch via email. We thank you for supporting free and independent media. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 donc de la saison 3 de Il était une fois le monde, émission consacrée donc à nos amis ceux qui font la soupe là. C'est déjà fait des ennemis là. Là je pense qu'on est on est déjà parti. Bonjour Sangara, ça va? Ça va. Si je couvre un petit truc, mais ça va aller. Ah toi aussi tu couvres quoi? C'est des œufs? C'est des œufs de dragon peut-être? Je sais pas. Ah, il y a un druide qui t'a filé des œufs de dragon à couver et Voilà. voilà. Ouais. Fais pas d'omelette avec, c'est pas très bon. Ah, ça, moi, je pense que cette émission part sur les chapeaux de roue. En tout cas, la dernière émission a suscité beaucoup de questions. Alors voilà, je les ai pas retrouvées. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur Facebook. On y répondra peut-être courant de l'émission ou après l'émission. Mais okay. C'est vrai que Sangara, mais tu voulais dire quelque chose par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Justement, tu voulais introduire cette émission. Alors oui, effectivement. Alors on a intitulé cette émission donc le système druidique. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, de questionnements en privé. Et alors on parle d'un système. On ne va pas forcément axer que sur les druides, et même le terme druide pour vous peut être assimilé en fait et réducteur de fait, peut être assimilé à une région, à une certaine mythologie, alors que ce système-là, pardon, à une certaine culture. Oui, une certaine culture, oui, bien sûr. Alors que ce terme-là, et dont la manière dont on va l'aborder, est beaucoup plus large et beaucoup plus ancien que oui. Vous pouvez imaginer. Donc voilà, à partir de ce principe-là, on va vous parler de choses qui n'ont rien à voir avec Astérix et Obélix. Voilà, donc non, si, on va en parler un petit peu quand même. Hein, nos ancêtres les Gaulois. Hein, on va parler un petit peu, mais on va pas parler que de ça. On va surtout, on vous l'avait promis, excuse-moi. On vous l'avait promis, on va surtout dans cette saison 3 essayer de vous faire voyager, vraiment de plus être dans une espèce de chronologie, mais plutôt dans une espèce de logique et de vous rattacher justement aux émissions mais de la saison 1 et de la saison 2 en vous ramenant et justement en vous montrant les liens qu'il y a entre certaines cultures aujourd'hui très très prononcées et ce qui pouvait se passer dans les temps pré-adamiques et même on pourrait dire même pré-adamiques voire même pré-adamiques, on pourrait retourner comme ça extrêmement longtemps mais c'est vrai Sangara, tu as bien fait de le dire. Aujourd'hui, on va vous parler d'un système, d'accord? Le système druidique, bien évidemment, tire sa quintessence de la culture celte, de la culture druidique, mais pas que. C'est-à-dire que cette culture celte, bien évidemment, vous devez bien vous douter qu'elle a une origine. Bien sûr. Et que cette origine a aussi une origine. Et que cette origine nous ramène dans la saison 1 et 2, je me dirais même plus dans la saison 1 d'Il était une fois le monde. Exactement. Donc, effectivement, on essaiera de faire des rapports pour que vous ne soyez pas trop perdus. Donc, il va falloir bien suivre. Effectivement, bien évidemment, dans cette émission, on vous dévoilera quelques secrets, quelques petites pistes de recherche. J'ai vu que les gens aimaient ça. Alors, je vais te laisser introduire, mais justement, quelle est cette culture druidique? D'où nous vient-elle? Alors, on va pas tout de suite partir dans la saison 1, mais peux-tu nous expliquer au jour d'aujourd'hui, pour le commun des mortels, pour monsieur tout le monde, qu'est-ce qu'un druide? Quelle est cette culture druidique donc? Alors, la culture druidique, alors les druides, tout le monde, je pense plus en France, tout le monde connaît les druides par rapport à
Ah, une petite. Voilà, les druides, Ça a un petit peu tu m'entends coupé. pas? Ouais, ouais, pendant un petit moment, je t'ai perdu. Alors peut-être c'était moi, donc est-ce que tu peux reprendre pour la culture française, donc les druides? Allô? Oui, tu m'entends? Ah, petit souci technique, les aléas du direct, n'est-ce pas? Est-ce que tout va bien? Allô, allô? Oui, je suis là, tu m'entends? Oui, là, ça y est, tu rebouges, je te revois. Je vois tes yeux bouger, en fait. C'est tout. Un œil. Tu m'entends, toi? Allô? Allô, allô, allô? Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, on me fait signe dans l'oreillette que c'est notre ami Sangara qui a gelé. Je t'entends. Allô, allô? Tu m'entends? Oui, là, je t'entends, mais tu bouges plus. Alors, Biggie m'a fait signe que tu avais gelé. Sangara. Allô? Eh bien, nous revoilà. Nous revoilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la magie druidique a déjà commencé. Hein, ils ont commencé à envoyer des attaques. Attention, les druides. Moi, j'ai un sabre laser. Alors, le premier Merlin l'Enchanteur qui se débarque, je vous dis que ça va pas aller. Hein, d'accord? Bon alors, on en était où donc, Sangara? Hein? Alors, bah, déjà, désolé pour cette petite interruption due à un souci d'ordre mystique ou technique. Ouais, non, je Euh, dirais mystique, moi. Hein, parce que moi, j'étais donc, là, tout allait bien. j'étais en train de Attention, le druide. voilà le socle commun en fait de la culture druidique, donc qui se situe en termes géographiques en Bretagne et Grande-Bretagne, assimilé surtout à la mythologie celtique en fait, tout simplement. C'est ce que je Oui, oui. sais. Ah voilà, voilà. Non, mais c'est très bien. C'est vrai que on retrouve des traces de cette culture celtique. Donc, comme tu l'as dit, dans toute l'Europe de l'Ouest, mais aussi l'Europe du Nord, on en retrouve euh, énormément aussi en Asie mineure aussi, vers la Exact. Turquie. Effectivement, on retrouve un petit peu. Et bizarrement, on retrouve cette culture un peu aussi dans les zones où on parlerait Nord-Europe, aussi d'Atlantide. bien sûr. Donc, on verra tout à l'heure qu'il y a peut-être un lien entre nos amis les Atlantes et nos amis les Celtes. Exactement. Ah, donc, Alors, maintenant, vas-y, je t'en prie. Oui, je t'en pour prie. en fait, qu'est-ce qu'un druide? On va vraiment développer. Mais en fait, un druide, c'est à la fois un prêtre, à la fois un savant, à la fois un médecin, à la fois un astrologue, à la fois un astronome, à la fois beaucoup de choses. Alors, qui peuvent toutes ces identifier comme des catégories scientifiques ou comme des métiers. Mais dites-vous que dans le contexte de l'époque, pouvait être assimilé à de la magie, Ah tout oui, tout simplement. à fait, tout à fait. D'ailleurs, dans la culture celte, la médecine est un dérivé de la magie. C'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, bon, on n'en parle même plus. C'est-à-dire que tout ce qui est médecine, on va dire entre guillemets naturelle, au jour d'aujourd'hui, est considéré comme alternative, alors que finalement, elle est plus naturelle que la médecine chimique qu'on peut les médicaments, toutes ces choses-là qu'on peut nous donner. Et puis, effectivement, c'est des gens qui ont une science, on peut le dire, une science très, très, très poussée. Et au jour d'aujourd'hui, alors si on se balade du côté ici nous en France, on a Karnak ou en Grande-Bretagne, il y a Stonehenge. En tout cas, si on va du côté de Karnak, là où il y a des réunions de druides, effectivement, on assiste vraiment, à des réunions tout à fait honorables. C'est pour ça qu'encore une fois, aujourd'hui, nous ne voulons pas indexer les druides, comme on a essayé de le faire. J'ai l'impression on l'a pas très bien fait, mais comme on a essayé de le faire avec les Templiers la semaine dernière, le but ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont au jour d'aujourd'hui des druides reconnus qu'on peut justement rencontrer sur Karnak, qu'on peut rencontrer un peu partout dans les coins, à Brocéliande, la Bien fameuse sûr. forêt de Brocéliande, la forêt de Merlin. Donc effectivement, il y a ce côté un peu, on va pas se le cacher, un peu fantaisie, un peu comment dirais-je, quand je dis fantaisie, je parle de ce monde élémental avec les elfes, les
fées, tout ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a un côté chez les druides, quand on regarde au premier abord, effectivement, un côté naturel, la forêt. On sent quelqu'un qui veut rassembler, qui veut s'occuper des choses de sa société, hein, de son groupe. Donc c'est vrai que un druide au premier abord nous semble quelqu'un de tout à fait, à part le côté mystique et magique, de tout à fait honorable. Et moi j'en connais certains, et c'est des gens très agréables et tout. Donc encore une fois, on n'indexe pas les druides, hein, ceux qui font leur travail. Et vous verrez que dans toute chose, de toute façon, quand vous commencez à rentrer dans ce genre de choses, vous allez comprendre que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Effectivement, on retombe toujours sur ces deux catégories de personnes, celles qui sont au service du soi et celles qui sont au service des autres. Et effectivement, il y a énormément de druides qui sont au service des autres et qui ont, grâce à la tradition, dans un premier temps, parce que c'est vrai que la tradition celte est beaucoup sur de la tradition orale, n'est-ce pas? Grâce à la tradition orale, grâce à la faculté aussi de perpétrer certaines sciences et une certaine culture. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, la France est riche, surtout la Bretagne, notre belle Bretagne, est riche en culture celte et donc la culture de ces druides. Donc c'est vrai que quand on pense druide directement, nous, quand on est jeune français, on pense tout de suite Merlin l'Enchanteur, on pense tout de suite Panoramix, voilà, il fait de la soupe, il fait de la magie, crée de la potion pour les Gaulois. Mais c'est vrai que ça nous ramène à une époque précise où vraiment le druidisme en tant que tel était vraiment très présent. Les premiers écrits vraiment qui nous parlent des druides, on peut retourner jusqu'à la mythologie grecque, voire la Grèce antique. On peut retrouver des écrits de Platon, on peut retrouver des écrits justement qui nous font part de ces prêtres, justement, parce qu'on peut les appeler comme ça à ce moment-là, de ces druides qui ont une place très importante dans la société de ces époques. Donc toi, justement, Sangara, vu que c'est ton domaine, est-ce que tu peux nous faire un petit topo un peu de la place d'un druide dans la hiérarchie ou dans les sociétés de ces époques? Bon, on peut remonter jusqu'à Rome, hein, on peut remonter aussi plus loin, mais justement, explique-nous quelle était la place de ces personnages atypiques dans la société, on va dire, de l'époque. Alors, ça va être. Tu as donné un petit peu des références à gauche, à droite. Oui, ramène le débat au milieu du sujet, ou le sujet Voilà, au débat, ou quelque chose comme ça. Pour qu'on reste sur quelque chose que tout le monde puisse comprendre. Oui, oui. Reprenons sur tu parlais de Rome. Oui. Donc à l'époque de Rome, donc l'Empire romain. L'Empire Oui. romain a instauré ce qu'on appelle la Pax Romana. Ce qui veut dire que tous les États conquis, toutes les contrées conquises, pouvaient conserver une certaine autonomie de direction, on va dire, c'est rois ou chefs locaux, mais aussi de culte. Et ça, c'est très très important parce que en conservant en fait cette liberté de culte, ça permet des échanges, ça permet des assimilations. Et donc, il t'a pas échappé que l'Empire romain allait donc du coup de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Égypte. Ah oui, oui, c'était extrêmement large, oui, tout à fait. Voilà. Et il t'a pas échappé non plus que dans certaines contrées, on retrouvait ce même personnage que tu appelles druide quand tu es en Gaule, mais que tu appelles prêtre quand tu es en Égypte. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut les gens qui feront des recherches, faire vraiment des. Alors, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est les prêtres égyptiens qui ont inspiré quelque part nos druides européens ou est-ce que c'est l'inverse? Je pense que ça va même plus loin que ça. Je pense qu'ils étaient tous dans une espèce de confrérie et que finalement, c'était les mêmes rites, les mêmes choses. On le verra tout à l'heure par rapport à certaines symboliques, mais c'est vrai que on pourra faire des rapprochements et voir justement grâce à ça les origines. Donc, je te laisse continuer. Donc, on retrouve tu me fais sourire justement. Donc, ouais, toujours, je te fais sourire un peu, tu te fous de ma gueule, c'est ça? Non, mais j'expliquais. Donc là, effectivement, on retrouvait ce personnage central au sein de la culture, que ce soit égyptienne ou gauloise, dans le sens ou celtique, pardon. On a un personnage, ces personnages-là, cette confrérie-là, de personnes savantes, érudites de beaucoup de choses, qui étaient là en tant que conseil
du roi ou du régent ou du chef de guerre, en tant que médecin de ce même personnage-là, à chaque région, son personnage central, que ce soit prêtre ou druide. Pourquoi tu m'as fait sourire? Tu parles de confrérie. Oui. Euh, il t'a pas échappé. Bon, et là, excuse-moi, c'est juste pour vous donner une petite référence par rapport à mon ouvrage. Ah, toujours, la référence, c'est important. Voilà, j'ai utilisé un On comprend pas. personnage que j'ai appelé, qui s'appelle Maître Hiram. Et Maître Hiram, dans la mythologie égyptienne, mais aussi judéo-chrétienne, c'était l'architecte bâtisseur du temple de Salomon. D'accord? Maître Hiram, aujourd'hui, c'est un personnage qui a été accaparé, pris comme élément référent et fondateur d'une société secrète que tout le monde connaît. Et pourquoi on retrouve ce personnage-là? Parce qu'au-delà d'être un architecte bâtisseur, c'est un gardien du savoir, un gardien de la connaissance. Et voilà ce qu'étaient les prêtres égyptiens et voilà ce que sont ou ce qu'ont été les druides. Tout à fait, les druides. Tout à fait. Ils étaient, et pour la plupart, gardiens un peu de l'aspect spirituel et religieux aussi, grâce à des connaissances ancestrales, grâce à des connaissances tout à l'heure tu l'as parlé, d'astronomie, d'astrologie. C'est des gens qui ont une culture de la nature, qui ont un rapport avec le monde élémental extrêmement poussé. On verra pourquoi aussi tout à l'heure. Donc effectivement, on a l'impression qu'ils sont un peu, même s'ils ont une place vraiment dans la société de chaque civilisation, on va dire pré-catholique entre guillemets ou pré-romaine, ils ont aussi, ils sont un peu à part. C'est-à-dire ils sont investis d'un savoir qui leur donne aussi un pouvoir. D'accord? Et ça, c'est vraiment important, d'où le côté un peu mystique, un peu magique des druides, dans leur faculté à aussi manipuler les éléments tôt, mais aussi dans leur faculté à fasciner et perpétrer un savoir, a priori, qui nous vient de très loin. Donc, c'est pour ça que même Jules César leur donnait une place quasiment au-dessus des nobles. Au niveau hiérarchique, c'était des gens qui étaient très importants, qui étaient des conseillers. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on verra plus tard, les druides ont été remplacés, ne serait-ce que dans notre royauté. Par exemple, le druide n'était plus présent, mais on a vu émerger ce qu'on appelle des cardinaux. Hein, on a eu des cardinaux ministres dans ce pays. Est-ce que ces fameux cardinaux n'étaient pas un peu des substituts de druides quelque part, puisque le clergé, cette façon de mélanger la spiritualité avec les affaires de l'État, n'est-ce pas déjà une des prémices du système druidique? C'est-à-dire cette personne chargée de la spiritualité, mais aussi du bon vouloir et des bonnes affaires de l'État. Bien sûr. Angara. Complètement. Complètement, mais même au-delà de ça, là tu parles, bon, tu reprends donc, les cardinaux sont affiliés quand même à l'Église catholique romaine. Oui, catholique romaine, justement, on en parlera après. Mais même dans la structuration effectivement de l'Église catholique, c'est pas une église qui est tombée du ciel, on est d'accord. On a dans l'autre saison et dans les autres émissions, on a pu parler, on va dire, des racines bibliques de l'Église catholique romaine, mais elle ne s'est pas inspirée que de cet aspect-là. Non, pas du tout même. Comme justement je l'expliquais, on est à Rome, donc il y a un héritage, mais héritage qui n'est pas juste celui du christianisme, mais c'est aussi un héritage des autres contrées qui ont été conquises tout au long des siècles par l'armée romaine. Et Rome s'est enrichie culturellement de ça et a enrichi l'Église qu'elle a construite, l'Église catholique romaine, de ça. Et donc, effectivement, certains personnages se retrouvent assimilés. Donc, nous, aujourd'hui, on les voit comme des hommes d'Église. Oui. Mais ils ne sont pas que ça. Ils ne sont pas que ça, effectivement, et surtout même dans certains aspects. Alors c'est vrai que les religions, puisque on va le dire, hein, les religions sont créées à partir de certaines bases, hein, des bases communes. On le verra justement dans la culture celte. On peut retrouver énormément de choses, par exemple dans le christianisme, qui sont basées sur ce qui deviendra plus tard des rituels païens, mais qui au départ étaient reconnus comme quelque chose de courant.
Ça devient païen ensuite avec l'apogée des catholiques et de l'hérésie, hein, n'est-ce pas? Mais on se rend compte que dans la culture celte, il y a énormément de choses qui pourraient être considérées au jour d'aujourd'hui, si on ne faisait pas attention à ce qu'on regarde, à une culture, si on regarde ça avec une vision complètement chrétienne catholique, qui pourrait être rassemblée à la culture satanique. Il y a énormément de symboles utilisés au jour d'aujourd'hui par la communauté celte ou par les druides qui pourraient être considérés et qui est considéré. D'ailleurs, le rapprochement se fait parce que même certains satanistes, on va le dire comme ça, se rattachent énormément à cette culture de druidisme. On retrouve dans la franc-maçonnerie, par exemple, qui est totalement luciférienne, énormément de gens qui se disent soit bâtisseurs de l'ancienne Égypte ou soit druides. Il y a vraiment un rapport, vous allez voir, il y a vraiment un rapport entre le druidisme et la franc-maçonnerie, comme il peut y en avoir entre les bâtisseurs et la franc-maçonnerie, comme il peut y en avoir avec la Kabbale et la franc-maçonnerie. Donc, on est encore en train de tourner toujours du même dogme. Quelque chose qui n'est pas rattaché à l'énergie d'en haut, mais plutôt à l'énergie d'en bas. Donc, effectivement, on va le voir, on va rentrer. Ce qui fait aussi, justement, dans le côté spirituel des druides, c'est qu'ils ont cette conscience de l'âme, c'est-à-dire que l'âme est quelque chose d'éternel, qui ne meurt pas et qui justement peut se balader de corps en corps. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle la métampsychose. Donc, j'en ai parlé dans une vibra-conférence que j'ai fait sur le grand changement quand j'ai expliqué le système walking. Mais le système walking, donc, qui était un système pré-adamique, voire même post-adamique pendant une certaine période, jusqu'à l'avènement de Yeshua, mais qui était un système, un mécanisme d'incarnation basé sur la possession. Donc, vu qu'ils sont, ces druides ont enseigné aux anciens Grecs, d'accord, cette métampsychose, on est bien sur un rapport d'incarnation pré-adamique. Donc, on est bien devant une culture qui ne descend pas des descendants d'Adam, mais qui est antécédente à ça. D'accord? Donc, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on est en train de faire un rapport en se disant, voilà, ces druides, donc ils font partie complètement de notre culture hein, à un certain niveau, nous en tant que Français et Européens, et d'autres à d'autres niveaux, on le verra, parce que tout ça s'est exporté bien évidemment dans le Nouveau Monde, mais on se rend compte que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans une espèce de science, dans une espèce de vision, on peut même parler de cosmogonie à ce moment-là, dans une espèce de cosmogonie et de façon de voir les choses, de voir l'univers, on est dans une vision totalement pré-adamique. D'où le rapport, donc, je pense que certains font, entre le druidisme et le luciférisme, à un certain niveau. Tout ce qui est dans le pré-adamique n'est pas mauvais. Ça, il faut qu'on en parle. C'est vrai que des fois, on fait le rappeur. Il y a beaucoup de choses, effectivement, qui se rattachent dans le pré-adamique à ce qu'on peut appeler ce qui se voit aujourd'hui, hein, le satanisme, tout ce qui est luciférien. Tout est rattaché, donc, au pré-adamique. Mais il y a des choses pré-adamiques, comme on en parlait tout à l'heure, par exemple les divinités, les élémentaux, les choses comme ça, justement, auxquelles les druides sont extrêmement rattachés, qui, elles, ne sont pas, on va dire, des entités négatives. Mais, il y a un mais, bien évidemment, si cette culture est rattachée à du pré-adamique, elle est forcément rattachée à des entités qui ont été enfermées en dessous du firmament, ce qu'on vous a expliqué dans la saison 1 d'Il était une fois le monde. Donc forcément, qui dit prêtre pré-adamique, parce qu'on va les appeler comme ça, c'est vrai que le terme druide est rattaché vraiment à autre chose, mais qui dit prêtre pré-adamique dit aussi sacrifice humain, qui est rattaché très fortement au druidisme antique, plus au nouveau, hein, plus au druidisme moderne, mais rattaché au sacrifice humain et sacrifice de sang, bien évidemment, hein, sanguinaire, que l'on peut retrouver dans certains cultes, dans certains rites, encore au jour d'aujourd'hui, dans certaines confréries, dans certaines loges aussi, pour ne pas aller trop loin, parce que sinon, je vais encore avoir des emails bizarres. Mais bon,
Mais voilà, mais vraiment, il faut que vous vous rattachiez à cette culture-là et que vous compreniez. C'est vrai que la vision qu'on nous donne aujourd'hui, c'est les gentils bardes avec les barbes et les cheveux longs, d'accord? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que même la religion catholique, la religion chrétienne à un certain niveau, même les écrits, vous trouvez pas étrange que ces écrits bibliques, par exemple, hein, et là on va un peu détacher la Bible de la religion, mais vous trouvez pas étrange que ces récits bibliques sont faits de façon extrêmement métaphorique et poétique, alors que c'est vraiment l'attribut principal de cette culture druidique, d'être des poètes, des bardes, des chanteurs, hein. Donc effectivement, alors de là de dire Jésus était un druide, tout ça, bon, hein, je suis pas, on n'est pas en train de faire des trucs, on n'est pas en train non plus d'essayer de casser la religion chrétienne ou catholique, mais vous devez comprendre qu'à un moment donné, tout ça a été récupéré dans un esprit de contrôle, dans un esprit religieux. Il y a énormément de rapports, par exemple, les druides et les dragons. C'est toute une histoire d'amour, cette culture celtique avec les dragons. Et on retrouve dans certains vieux rouleaux, encore une fois, dans des vieux zohars, dans des choses qui n'ont pas été conditionnées par la religion hébraïque ou par ce genre de choses-là. Parce que quand les Hébreux ils ont trouvé les rouleaux, ils ont viré tout ce qui n'était pas canonique. Et tout ce qui n'était pas canonique, bizarrement, nous parle de créatures ailées, de dragons qui crachent le feu, d'anges qui se transforment en dragons, et tout ça, on n'en parle pas. Et encore une fois, ça nous rattache à cette culture celte. On est en plein Seigneur des Anneaux, des fois, hein, quand vous lisez les choses qui ne sont pas inscrites dans l'Ancien Testament, parce qu'elles n'étaient pas considérées canoniques par les Hébreux. Donc déjà, on se rend compte que déjà, il y a un premier tri, il y a un premier filtre qui s'est fait. Le premier filtre, c'est les Hébreux qui l'ont fait. Ils ont viré tout ce qui était, entre guillemets, druidique pour ne garder que ce qui était canonique. Ensuite, il y a eu un deuxième filtre, ça a été Rome. D'accord? Ce deuxième filtre, ça a été Rome. Pour le Nouveau Testament, ils ont viré tous les évangiles qui ne les intéressaient pas par rapport à la nouvelle religion qu'ils allaient créer. Donc oui, messieurs, dames, la Bible, la Sainte Bible, n'est pas chrétienne. Elle n'est pas catholique non plus. Mais elle est même pas hébraïque en vérité. Et même pas hébraïque. Voilà, parce que si on doit aller encore plus loin, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, à se plonger dans ce qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. Oui. Récit sumérien qui date de 5000 ans avant Jésus-Christ, un peu plus. Et là, bizarrement, on va retrouver effectivement une partie de tous ces récits qui ont été exfiltrés de l'Ancien Testament, mais vous allez retrouver aussi en détaillé beaucoup de récits de l'Ancien Testament. Sauf que ces tablettes-là, ces tablettes d'argile qui ont été retrouvées dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak, ces tablettes-là vous précisent, vous parlent de l'Arche de Noé, vous parlent de beaucoup de choses, et elles ont été écrites, en théorie, 3-4 000 ans avant même l'histoire de Moïse. Ah non, mais vous avez des… C'est très clairement l'histoire de cycle. Quand vous lisez même les tables de Thoth qui sont complètement atlantes, n'est-ce pas? Ils vous parlent de prêtres, justement, qui sont gardiens d'une certaine civilisation. On en parlera, on va en parler pas plus tard que maintenant, mais de ces fameux prêtres qui sont gardiens d'une certaine civilisation qui est en train de se mettre en place. On a parlé dans la saison 1 qu'effectivement, il y a eu une espèce de cohabitation entre des primates et des êtres surévolués, n'est-ce pas? Et que ces êtres surévolués ont donné l'opportunité à certains de ces primates d'avoir accès à une certaine science. Et ces gens-là ont bien évidemment inculqué leur culture aux gens qui étaient là et donc faisaient preuve de magie, faisaient preuve d'un savoir supérieur qui leur permettait d'avoir ce rang social aussi supérieur. Justement, pour revenir aux Sumériens, les Sumériens nous indiquent très clairement par rapport, ça si vous pouvez vous faire vos recherches vous, le rapport cyclique de l'énergie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour les Hébreux, c'était déjà passé pour eux et c'est déjà passé pour d'autres civilisations et est en train de se passer pour nous au moment où on se parle. C'est pour ça que des fois, on a l'impression, en lisant la Bible, qu'on est en train de vivre ce qui est en train d'être écrit à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce sont des énergies cycliques. Et le point commun de toutes ces énergies cycliques reste ces fameux prêtres,
ces fameux druides, qui ont été là tout au long. Gardiens du savoir, gardiens de la nature, gardiens de l'œuvre de Lucifer, la terre, la matière. D'accord? Donc, effectivement, le rapport est vite fait, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, n'est-ce pas, Sangara, qu'ils étaient tous mauvais. Hein, parce que dès que tu commences à dire le mot Lucifer, les gens ils commencent à… Imodium, s'il vous plaît. Ça va pas. Voilà. Donc ça, c'est important. Et on va essayer de faire des ponts, là, justement. Je vais te laisser développer pendant que je mets moi, à l'écran certaines choses, justement pour montrer le rapport entre cette époque pré-adamique et justement l'époque d'aujourd'hui. Donc, je te laisse et je saute sur mes symboles. Non, mais déjà, justement, depuis le commencement de l'émission, on a axé sur on va dire, le socle commun, la culture contemporaine, et on est reparti jusqu'à l'époque sumérienne, avec effectivement, comme Cyril vous l'a expliqué, toujours ces fameux prêtres. Le savoir s'est transmis, le savoir s'est conservé dans des cercles privés, on va dire. On a longuement, on vous a donné quelques petits indices. Moi, je vous ai parlé de Maître Hiram, il vous a parlé de loge. Vous savez très bien de qui on parle quand on vous explique que certains de ces prêtres-là sont affiliés à un certain groupe de personnes qui ne sont pas forcément là pour vous servir, mais plutôt pour servir leur intérêt. Voilà. Tout à fait. Il faut dire les choses comme ils sont. Voilà, mais maintenant, effectivement, certains druides sont là pour le bien, et c'est ce que tu vas développer toi de suite. Bon, c'est bon, t'es calé, c'est bon, j'ai plus. Oui, ça y est, bon, j'ai tout ce qu'il fallait. Donc, c'était juste pour voir des similitudes indéniables entre, par exemple, le peuple d'Atlantide, d'accord, les Atlantes, hein, ce qu'on a appelé les Atlantes. Alors là, je parle de la vieille Atlantide parce qu'il y a aussi les nouveaux. Donc, on parle de quelque chose de pré-adamique. C'est des gens qui étaient renommés à travers toute l'Europe, l'Asie. On a parlé de superpuissance la dernière fois, tu en as parlé. Et c'est vrai que certains symboles qui nous viennent de l'Atlantide, donc au-delà de l'océan Atlantique, se retrouvent un peu partout dans le monde. Donc là, je vais faire un partage d'écran et je vais vous montrer un premier symbole qui est très présent dans la culture celte, qui est le symbole que au jour d'aujourd'hui on appelle le triskel, qui représente le symbole solaire donc pour les Celtes. Donc, hop, et qui est un symbole Atlante dès le départ. Donc, on va partager l'écran. On va se mettre sur là. Voilà, un symbole que tout le monde connaît. Tu me dis si tu le vois, Sangha. Oui, je le vois parfaitement. Tu le vois, voilà, ce fameux symbole, hein, donc avec les 3 spirales hein, qu'on retrouve dans toute la culture bretonne, hein, on le retrouve partout. Ce symbole est un symbole Atlante. Donc, qui nous ramène bien, d'accord, à justement à à cette époque. Donc, il nous montre bien le lien entre ces prêtres et cette culture qui si Platon en parle au moment où justement il parle de l'Atlantide, il n'en parle pas en tant que voilà, il en parle en tant que prêtre atlante, il n'en parle pas en tant que à cette époque-là encore en termes de druide. Non, pas du tout. Et pourtant, on est là face à un symbole qui représente. C'est vrai que tous les monuments mégalithiques, toutes ces choses qu'on peut voir à Stonehenge, qu'on peut voir, tous ont un rapport avec Atlantis. Ce fameux rapport aussi que les divinités de cette époque sont bizarrement déjà par les Grecs indiqués comme transformés en ce qu'ils appelaient déomones. Déomones, en grec, ça veut dire les savants. Mais si vous faites bien l'étymologie du mot, c'est aussi démons, qui nous ramène à ces entités donc pré-adamiques, enfermées en dessous du firmament pour ne pas remonter dans la 5e dimension ou dans le monde céleste. Donc effectivement, si vous faites un rapport, quand vous arrivez justement à faire les liens, vous vous dites, OK, même les Grecs avaient déjà conscience de ce moment-là précis. Et encore, le point commun entre la civilisation grecque et la civilisation atlante reste ces prêtres. Et justement, une des symboles amenés par ces prêtres à ce moment-là, c'est la fameuse croix druidique.
D'accord? Fameuse croix druidique qui fait partie du Dabrefort. Alors, je vous laisse faire les recherches là-dessus parce qu'on pourrait y passer des heures et malheureusement, hein, on n'a pas 6 heures pour le faire. Donc, la croix druidique, la voici. Donc là, on va rentrer un peu dans l'astronomie, la cosmogonie, excusez-moi. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette croix druidique, justement, qui nous vient, elle aussi, de cette époque? Qu'est-ce que tu reconnais, toi? Qu'est-ce que tu vois comme déjà les signes qui sont autour? C'est les signes du zodiaque, hein, de toute façon. Voilà, déjà, on a le rapport astrologique. Bien sûr. Donc, une connaissance de l'univers, une connaissance des étoiles, une connaissance des constellations. Hein? Ensuite, à l'intérieur, on voit les 4 éléments. Donc, vous avez le feu, vous avez la terre, vous avez l'eau et l'air. Encore des choses qui sont rattachées très fortement au jour d'aujourd'hui, donc à la culture celte, mais aussi à toutes les cultures, on va dire, spirituelles ou religieuses. Quand on va dans le Wicca, la magie ou ces choses-là, les 4 éléments sont vraiment importants. Les 12, qu'est-ce que ça représente, les 12? Ben, les 12 apôtres, les 12 archanges, les 12 maisons d'Israël, enfin, non, les 12 maisons du zodiaque, les 12 tribus d'Israël. On retombe toujours dans ces cycles et dans ces informations-là qui datent de l'époque. D'accord? Donc, sans vouloir faire un bond dans le temps, parce qu'il va bien falloir qu'on arrive à l'époque contemporaine, justement, est-ce que tu pourrais nous faire, toi, Sangara, parce que je sais que là-dessus, on avait parlé un petit peu au téléphone, tu m'avais fait halluciner, est-ce que tu pourrais faire un petit rapport très rapide, donc justement, de l'arrivée de Rome, de l'Église catholique, de la séparation, justement, de certains druides avec d'autres druides, les nouveaux druides, on va les appeler. Est-ce que tu pourrais nous faire un rapport justement avec les différences, ou même les guerres fratricides entre chrétiens? Je te laisse faire, je nous ramène à l'écran. On y va. Alors là, messieurs, dames, accrochez-vous, sortez les cotons, on va un petit peu. Moi, j'attrape ma lampe de sel, on y va. Non, mais je vais essayer, comme tu l'as dit, on n'a pas trop de temps non plus. Oui, on essaie de le faire rapidement. Excusez-moi pour les spécialistes du monde druidique, on peut pas rentrer trop dans les détails, on essaie juste de faire les rapports. Hein. Mais c'est vrai que on va y arriver, on va y arriver. On y va. On va tenir là. Il reste 45 minutes, on peut le faire. On y va. Alors, tout à l'heure, effectivement, je vous ai parlé donc de l'Empire romain et de tous ces royaumes conquis, toutes ces terres qui étaient sous leur domination, mais qui gardaient une certaine autonomie. Arrive par contre, effectivement, vous êtes sous le joug de l'Empire romain, mais votre essence n'est pas forcément romaine. Votre essence va être germanique, votre essence va être gauloise, votre essence va être juif, pardon, etc. Donc, quand vous vous retrouvez à un moment sous cette domination-là, vous avez envie de vous en sortir de cette domination-là. Mais tout le monde n'a pas envie de s'en sortir parce que certains y trouvent un intérêt. Un intérêt, tout à fait. Ils ont gagné richesse parce que Rome a approvisionné ces terres-là, approvisionné ces régions-là, faisait des alliances avec certaines personnes qui justement étaient chargées de veiller au bon fonctionnement, à la bonne gouvernance de ces régions-là. Donc vous vous retrouvez à un moment de séparation. On ne va pas développer sur la scission de l'Empire romain entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, on pourrait le faire. Mais de toute façon, on a à un moment une rupture stratégique, une rupture économique et une rupture sociologique et plutôt idéologique. Voilà, idéologique, c'est ça. C'est le terme que j'utilisais. Donc, du coup, c'est gaulois, c'est germain, c'est saxon vont se séparer peu à peu de l'Empire romain et vont développer chacun de leur côté effectivement vont garder quand même leurs racines druidiques, leur structure, on va dire, au niveau de la structure de fonctionnement, on l'a conservée, mais chacun avec leur idéologie en fait. Tout à fait. Au fur et à mesure, on va avancer et l'Église, effectivement, le christianisme va prendre une ampleur jusqu'à être accepté et assimilé par l'Empire romain. Par l'Empire romain. Pour l'Empire romain, qui est à cette époque-là la superpuissance de la région, et forcément, comme on dit toujours, c'est toujours l'histoire est faite par les gagnants, et c'est toujours les gagnants qui imposent leur doctrine. Exactement. Et s'ils ont perdu le pouvoir qu'ils ont perdu à un moment
par la guerre, ils vont le reprendre par la spiritualité. Ils vont le reprendre par la religion. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver à l'époque du Concile de Nicée avec Rome, qui va être le centre névralgique de cette nouvelle religion, qui va être le christianisme, l'Église catholique romaine, voilà. Alors, juste pour faire un petit rapport sur le Concile de Nicée très rapidement, ce Concile de Nicée, donc là, on est près de 600 ans après la mort du Christ, hein, c'est bien ça. Donc là, on commence on décide dans ce concile comment va être gérée justement cette nouvelle religion consensuelle qui va rassembler tout le monde. Donc, effectivement, à ce moment-là, les chrétiens, hein, qui sont juste on va dire je vais pas dire une déviance, mais on va dire une branche, hein, de la culture hébraïque. À ce moment-là, ce christianisme commence à prendre de l'essor dans l'empire et effectivement apparaît comme la religion évidente pour rassembler tout le monde. Exactement. Puisqu'effectivement, à ce moment-là, c'est une religion donc qui est dans son cycle, donc qui fait la part belle à l'énergie des 12, hein, parce qu'on a eu 12 apôtres, qui fait la part belle à justement tout ce qui nous est venu on va dire des prêtres atlantes ou des divinités grecques ou de toutes ces choses-là, qui justement rentrent en rapport dans ce cycle avec toutes ces choses-là. Et surtout, on a un porte-parole cette fois-ci qui est ce jeune Nazaréen du nom de Yeshua, qui justement a réussi à rassembler derrière lui énormément de gens grâce à sa bonne parole, entre guillemets. Donc, effectivement, à ce moment-là, on va récupérer tout ce qui a été fait et on va décider de la date de la Pâque. On va décider de la naissance de Yeshua, donc le 25 décembre. Tout ça pour suivre encore l'énergie atlante, druidique, l'énergie égyptienne du soleil. On va décider à ce moment-là quels sont les évangiles qui sont dans la lignée de ce qu'on veut faire. Et effectivement, on est en train de créer la religion catholique romaine. Voilà, je te laisse continuer. C'était la petite... Non, mais très bien centralisé. Et donc, c'est une religion une idée d'une religion, c'est une idéologie qui va faire consensus. Oui. Qui veut dire que les divisions que l'Empire romain a connues quelque temps avant, où vous avez tous ces empires, tous ces peuplades qui se sont retrouvés, qui ont réussi à se libérer de leur joug militaire, ouais, vont revenir vers Rome. Mais pourquoi? Parce qu'on va leur expliquer, parce que certains émissaires, parce que des prêtres vont être envoyés, il va y avoir toujours des échanges culturels, et on dit voilà, nous sommes comme vous, nous vous comprenons. Aujourd'hui, voilà, nous avons cette religion-là que nous diffusons parce que c'est un message universel, que nous diffusons parce que c'est le message de vérité. Et même les druides, comme tu l'as très bien expliqué, vont retrouver des similitudes par rapport à ce que eux enseignent, parce que eux ont comme savoir. Et donc tout ça va faire que on va se retrouver avec de nouveau le joug de Rome, mais plus de l'Empire romain, mais de l'Église romaine. Tout à fait. C'est pour ça que tous ces royaumes, tous ces empires vont être assujettis à l'Église catholique romaine. Romaine, tout à fait. Alors là, je sais que beaucoup de personnes vont commencer à être perturbées parce qu'ils vont comprendre. Bon, on est là pour ça. On est là pour ça. Ils ont, de toute façon, t'inquiète pas, ils ont l'habitude, ils prennent le coton, ils sont bien. Tout simplement, c'est pourquoi ce système-là, ce système druidique, en fait, c'est l'Église romaine. L'Église catholique romaine, tout simplement. L'Église catholique romaine, la notion de démocratie, de république qu'on peut avoir, les structures même de l'État sont un système druidique. Ça, vous devez savoir, puisque on le verra tout à l'heure, on fera une petite démonstration, mais les structures même de l'État sont des structures druidiques. Le rapport, effectivement, entre les différents vocabulaires aussi, parce que on va le voir tout de suite, parce qu'on va faire un petit peu d'étymologie, mais dans les vocabulaires, c'est vrai que la religion chrétienne fait la part belle justement, et même l'énergie hébraïque fait la part belle à ce qu'on appelle l'arbre de vie.
aux arbres de vie, aux arbres de séphiroth. Les arbres ont un côté très druidique aussi, on va le voir. Donc effectivement, on rentre dans un vocabulaire, dans une énergie, dans un esprit où à ce moment-là, tout le système qui va être mis en place à partir de là, et ne serait-ce que les gouvernements, nos gouvernements de la façon dont ils fonctionnent au jour d'aujourd'hui, sont basés sur un système druidique. C'est-à-dire que quoi? Le druide, lui, il s'occupait des affaires religieuses, mais il s'occupait aussi, mais c'est toujours le cas, hein, les vrais druides, les bons druides, là qu'on voit dans les forêts de Karnak, ce qui les intéresse aussi, c'est comment vive la société. Donc, ils se mettent aussi en rapport avec le social. Donc, on a le religieux, on a le social. Ils s'intéressent aussi aux affaires de l'État, donc aux financiers. Ils s'intéressent également à tout ce qui peut être militaire. Ils aident les militaires. Hein. C'est pas pour rien que Panoramix, il file des trucs à Astérix Obélix pour se battre contre. Tu vois, t'as compris? Non, ils sont vraiment. Ils ont une part prépondérante dans les décisions des États. Alors à l'époque, bon, des respublicas hein, de l'époque, mais aussi de la République aujourd'hui, même de la royauté à un certain niveau, comme on le disait tout à l'heure, nos fameux comment on les appelait? Ah, j'ai un trou. Avant d'être pape, Cardinaux. Les cardinaux, voilà, représentent cette énergie religieuse auprès de l'État. Donc effectivement, il y a toute une structure, et on va le voir, toute la structure occidentale est basée sur un système druidique. Et d'ailleurs, on va le voir dès le départ, justement, avec l'apogée de l'Amérique. On va comprendre justement, on va comprendre deux choses. On va faire un petit bond dans le temps. Après, on vous fera des petites démonstrations de tout ce qu'on est en train de vous démontrer. Mais déjà, dans un premier temps, Sangara, au sein même de l'Église catholique, donc on commence à créer au sein de l'Église catholique beaucoup de dissidence. C'est-à-dire que entre l'hérétisme, l'Inquisition, toutes ces choses-là, on met en place, c'est l'Église catholique qui met en place le satanisme. C'est-à-dire que on prend, par exemple, on prend quelques divinités qu'on va alors nommer maintenant paysannes, païennes, paganus en latin. On va prendre quelques divinités telles que Poséidon, dont on va prendre le trident, hein, la fourche. On va prendre le dieu Mars, encore une fois, avec ses cornes de bélier. On va prendre le pentacle de protection druidique, justement, du protection de la terre, et on va le retourner. On va prendre le dieu Baphomet, justement, qui était un dieu pré-adamique, qui semblerait n'était pas si méchant que ça au départ. Hein. Je veux dire, il n'y avait rien de... Voilà, mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, on crée le satanisme. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs dieux, donc on vous a dit les cornes, la fourche, et on va créer un ennemi au Christ, d'accord, qu'on va appeler le diable. Voilà. Et ce diable-là est créé par l'Église catholique romaine. Je vous mets au défi d'aller dans la Bible et de trouver, par exemple, que Lucifer est le diable. Ce n'est marqué nulle part. Ou qu'il est Satan. L'énergie de Satan existe. On l'a expliqué plusieurs fois. Qu'est-ce que l'énergie de Satan? L'énergie de Satan, c'est la distorsion de l'énergie luciférienne. La distorsion. De la même façon que vous, chez vous, chacun d'entre vous, votre ego est la distorsion de votre esprit physique. C'est la même chose. Donc, effectivement, il y a une récupération de tout ça et ça va créer une scission même au sein de l'Église chrétienne. Donc, justement, avec des gens qu'on va appeler des protestants. Donc, explique-nous ce qu'est un protestant, Sangara. Ah, un protestant. Alors, il faut savoir encore une fois bon, on se retrouve donc, dans cette église qui est mise en place. Oui. Effectivement, comme dans tous les mouvements, il y a des courants plus ou moins rigoristes, extrémistes, libéraux. Et certaines personnes, certains courants n'acceptent pas cette nouvelle autorité. Pas forcément l'idéologie, mais l'autorité. Parce que l'autorité mène à la perversion, mène à la domination. Et donc, certaines personnes, donc certaines régions, on va pour tout ce qui est Germanie, on va parler des luthériens, pour tout ce qui est anglo-saxon. Alors, déjà,
là, on avance beaucoup dans le temps. On n'est plus à cette époque-là. Oui, mais oui, il nous reste 35 minutes. Hein, donc, excusez-nous, hein, mais on est obligé. Hein. Voilà, Des fois, les émissions sont longues, elles ont l'air longues, des fois, elles ont l'air courtes. Hein. Donc voilà, là, c'est très, très court. On est obligé de faire rapide, mais on va aux protestants anglo-saxons, donc qui sont on va dire, la domination donc du royaume de l'Empire britannique. Donc, alors, faut savoir que déjà dans l'Empire britannique, il y a eu une première session avec l'Église anglicane. Voilà, parce que à l'époque, il y avait un roi qui était un petit peu coureur de jupons et que, comme il a eu des petits problèmes, c'était Henri IV, voilà, pour les érudits, il y a des petits problèmes avec la doctrine de l'Église catholique. En fait, il s'est détaché de cette Église-là et resté catholique, mais catholique anglican. Mais malgré ça, on va dire la ligne hiérarchique restait identique à l'Église catholique romaine, sauf que là, il n'y avait plus domination du pape, mais sa propre domination instaurée par Dieu. Voilà, je suis le roi Henri IV et vous vous taisez. Donc là, dans ce royaume-là, certaines personnes n'étaient encore une fois pas d'accord avec ça. Et ils étaient pour une application religieuse stricte, mais libérée de cette hiérarchie. Voilà. Qui a, au fur et à mesure du temps, posé des problèmes. Et puisqu'ils se sont retrouvés massacrés, etc. Donc, ces gens-là, à un moment, on leur a proposé, non, on leur a pas proposé, on leur a expliqué, si vous n'êtes pas bien ici, il y a le nouveau monde là-bas, allez, allez vous perdre là-bas. Mais surtout ces protestants, et il faut vraiment que ce soit bien inscrit dans la tête des gens, ces protestants, il y en a énormément dans ce qu'on va appeler la culture celtique, hein, les Irlandais, voilà, donc on est bien dans cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, les protestants ne croient pas à la virginité de Marie. Par exemple. Un exemple. Mais encore une fois, on est dans cette logique celtique, justement, de la déesse mère, de la mère qui porte la vie, de la mère qui donne la vie, de leur déesse, Dana. Bon, bref. Oui, c'est les chants celtiques. Hein, voilà, bon, bref. Donc, il faut comprendre tout ce rapport aussi, justement, à l'énergie de Vénus, par exemple. Hein, l'énergie, qu'est-ce que Vénus? On n'en a pas parlé la dernière fois. Mais qu'est-ce que Vénus? Vénus, c'est cette étoile brillante du matin que vous voyez avant que le soleil n'arrive. Et l'étoile brillante du matin, c'est aussi l'autre nom de Lucifer. Et l'étoile brillante du matin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire le soleil sur son dos. Elle porte la lumière. Et le soleil arrive dans son sillage. Donc, effectivement, on est encore dans une culture luciférienne, on est encore dans quelque chose où on se détache. Les fêtes d'Halloween sont des fêtes protestantes. Encore une fois. Et on fera une émission spéciale sur les fêtes. Ah là, c'est Noël bientôt, vous allez y manger. Ah, je pense qu'il y en a certains, ils vont enlever leur sapin du salon. Ça va être tout de suite. Chérie, enlève le sapin. Ah, ça craint, ouais. Bon, bref. Cyriel, il a dit non, même Père Noël, c'est un bâtard. Fais gaffe. Hein. Bon, bref. Encore une fois, désolé. Les enfants, n'écoutez pas ce que vient de dire Cyriel. C'est pas bien. Bon, bref. Donc, pour en revenir à ça, effectivement, on va voir que certaines fêtes religieuses sont rattachées aussi à la culture celtique, druidique, saturnale et toutes ces choses-là. Donc, on va encore voyager. Vous allez voir dans Il était une fois le monde. Vous voulez dire quelque chose avant que j'enchaîne? Non, je suis désolé de la faire aussi light, mais effectivement, on est pris par le temps. Il reste une demi-heure. Là. Il y a encore des choses à voir. Hein. Voilà, on va partir loin. À développer, mais si vous regardez de là où nous sommes partis et là où on est à l'instant T, c'est déjà pas mal. Donc, effectivement, ces protestants persécutés dans leur royaume trouvent un échappatoire en migrant. Et j'utilise bien ce terme à bon escient. En migrant vers un nouveau monde plein d'espoir. Et ils arrivent sur les côtes du Nouveau Monde, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'Amérique du Nord, tout ce littoral là, Boston, New York, tout ça. Et
ils vont être accueillis par les autochtones, hein, qu'on appelle les Amérindiens aujourd'hui, mais qui sont les autochtones, et avec qui ils vont avoir des échanges. Ils vont s'installer, et c'est ce qu'on appellera les premiers pèlerins, et qui amèneront derrière les pères fondateurs Ouais. des États-Unis d'Amérique. Et je te redonne la parole. Non, non, surtout que il faut bien comprendre, et même on va aller au-delà des États-Unis, on va aller dans l'Amérique en général. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé justement. On va refaire un petit bond en arrière dans le temps pré-adamique. L'une des premières races qui va donner d'ailleurs la souche génétique. Alors là, on part dans la connaissance. Voilà, là c'est dans mon truc. Voilà, là c'est dans mon truc. L'une des premières races justement génétiques mises sur cette planète, on les appelait les Andonites. D'accord. Donc les Andonites, d'accord, avaient justement comme guide, comme prêtre, comme on va dire surveillant justement ces fameux êtres qui avaient ce grand savoir. D'accord? Écoutez bien le nom, Andonite. Ok? Vous avez toute une cordillère au jour d'aujourd'hui en Amérique latine qui s'appelle la cordillère des Andes. Ces Andonites, on les retrouve en Asie, on les retrouve en Amérique centrale, en Amérique latine, et aussi ce qu'on va appeler aussi les Amérindiens, n'est-ce pas, au niveau de l'Amérique du Nord. Donc c'est vrai que on vous expliquait. Donc là, on va faire je vais faire des petits partages justement pour vous expliquer quelque chose et pourquoi au jour d'aujourd'hui on vit dans un système druidique. Que ce soit l'Europe, la vieille Europe ou les États-Unis, ils ont été, par exemple, les États-Unis ont été fondés par ces immigrés dont tu parlais tout à l'heure, mais ils ont un acronyme, ces immigrés. Comment s'appellent-ils? On en a parlé au téléphone. White Anglo-Saxon. Ah, les WASP, ouais, White Anglo-Saxon Protestant. Ouais. Voilà, White Anglo-Saxon Protestant. Donc déjà, les fondateurs donc de l'Amérique sont des gens apparemment blancs, anglo-saxons et protestants. Donc avec cette petite odeur celtique, gaélique. D'accord? Donc effectivement, on va faire un petit peu d'étymologie justement pour comprendre un peu tout ça. Alors, attention, on s'accroche. C'est la minute cyrillienne. J'espère que j'aurai réussi à le faire. 19h33, synchronicité. C'est mon temps. On y va. On y va. Alors, on est dans les synchronicités, on est bien. Voilà. Allez, je vais partager l'écran. Tu me dis quand tu vois, Sangara, parce que quand tu vois, les gens voient. Tu mes yeux, parce que moi, je vois que l'écran. Donc voilà, druide, vous voyez, avec une belle écriture celtique en vert et tout, j'ai fait ça bien. Donc, on va faire un petit peu d'étymologie. On va voir ce que veut dire le mot druide. Donc pour ça, hop, j'y vais. Alors druide nous vient de drous, du grec drous, donc qui veut dire chêne. Ah, chêne. Mise dans un chêne. Pourquoi? Et d'ailleurs, le chêne a une valeur très 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 importante aux yeux des Celtiques. N'est-ce pas, Sangara? Tout à fait. Les chênes, d'accord? Ou qui vient de druides, qui veut dire très savant. Donc dans les deux, on est bon. Les deux étymologies, les deux significations nous indiquent bien ce qu'est un druide. C'est quelqu'un de très savant, puis il est rattaché à l'arbre, au chêne. On dit solide comme un chêne, et le chêne a de grosses racines dans la terre. Hein? On est d'accord. Donc ce chêne, donc après, bon, bien évidemment, bon, il y a une petite, la petite. Tiens, on va y arriver. Hop, je vais l'amener ici. Voilà. Donc, les druides qui s'occupent des choses de la religion, ils président aux sacrifices publics et privés. Ça driche. Attention, il y a quelque chose qui essaye de bouffer ton micro. Arrête de manger le fil, là. Arrête de bouger. Voilà, c'est bon. Ils s'occupent des choses de la religion, ils président aux sacrifices publics et privés et règlent les pratiques religieuses. Bon. En gros, on a une petite définition. Voilà. Donc, chêne. Tiens, on va aller regarder justement ce fameux chêne. Alors voilà le chêne druidique, vous le voyez là, tu le vois, Sangara, tout est beau? Tu vois bien? Alors, justement, puisqu'on était en train de parler des White Anglo-Saxon Protestant, comment se dit chêne en anglais? Est-ce que tu sais?
Oli. Non, non, non. Ça, c'est le ou. C'est le ou. Ah, c'est le ou. Ok, d'accord. Oli. Mais Shen. Non, mais tu vas me dire, vas-y, je t'écoute. Je vais te le dire, parce que tu sais quoi cet anglais là. Shen se dit hawk en anglais. Oui, exact, c'est vrai. Exact. D'accord? Aux États-Unis, nous avons une ville qui s'appelle Oakland. D'accord? Mais en Amérique du Nord, il y a aussi une ville qui s'appelle enfin une île qui s'appelle Oak Island. Et qu'est-ce qu'il y a à Oak Island? Il doit y avoir des chaînes. Il y a des chaînes, effectivement. Mais à Oak Island, il y a une grande légende, et ça a duré des années. Il y aurait un trésor à Oak Island qui serait caché. Des jeunes, un jour, ont trouvé un trou bouché et ils se sont dit tout de suite, sur cette île-là, c'est forcément des pirates qui ont emmené un trésor. Ils ont commencé à creuser et se sont rendus compte que le trou, la galerie, était extrêmement profonde. Donc, comme ils se sont un peu découragés, tu sais, c'est comme toi et moi, alors on va commencer à creuser. Tu sais, bon, avec nos gènes, on va vite se fatiguer. Donc, alors, ils vont parler donc autour d'eux. Et là, il y a un riche, un riche personnage de cet endroit, n'est-ce pas, qui va commencer à creuser, et ils vont commencer à trouver une première plaque faite en noix de coco et en bois. Donc, il y a une espèce de plaque, une espèce de, tu sais, comme une trappe, en fait, qui est là en fibre de noix de coco et de bois. Et donc, ils descendent, donc ils ouvrent cette trappe et encore un trou. Donc, il faut creuser, et ils vont faire ça pendant des années et des milliers de gens vont se ruiner à essayer de trouver donc et de trouver le fameux trésor de Kailan. D'accord? Ce qui se passe à un moment donné, c'est que certains vont creuser tellement bas que tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va remonter. Il y a une espèce de comme s'ils avaient ouvert une nappe phréatique finalement, mais ils voient quand même qu'il y a toujours des trappes en noix de coco et en bois. Donc ça veut dire que des gens sont bien allés là. Et ils vont se rendre compte au fil du temps que c'est un mécanisme pour les empêcher d'aller au fond du trou. Oui, je connais cette légende, ça me revient. Ok, au Kailand. Et donc, ces mécanismes pour aller au fond du trou, justement, pas griffe. Bon, ces mécanismes pour aller au fond du trou, justement, sont très ingénieux, tellement ingénieux qu'ils vont se rendre compte que toute la plage qui est autour de la forêt est artificielle. Et qu'on se retrouve avec 5 grands canaux, en fait, d'irrigation sous cette plage, qui en fait a pour but d'empêcher les gens d'aller au fond, puisqu'à chaque fois qu'ils vont creuser, elle est directement reliée dans l'océan, ça va déclencher un mécanisme qui va faire monter l'eau, donc les empêcher de descendre. Si je m'abuse, Oak Island, c'est au Canada. Dans quelle province du Canada, d'après toi? Non, c'est pas Québec, ça. Nova Scotia, la Nouvelle-Écosse. On en a parlé la semaine dernière. Oui, les Templiers, l'Arcadie. L'Arcadie est égaux. Nos volumes. C'est ça. Donc voilà. Donc effectivement, on revient à nos chers amis les Templiers. Qu'est-ce qui se passe? On repart en Nouvelle-Écosse. Je cache les secrets de Dieu, rappelle-toi. Et in Arcadia ego. On y retourne. Oak Island. L'île du Chêne. Rattachée encore une fois à nos Templiers. Je vous laisse faire vos recherches, messieurs, dames. Tout ça, ça nous amène à ça. Alors pourquoi la culture, on va dire, blanche américaine, toute cette culture anglo-saxonne et même notre culture européenne, bien évidemment, s'est exportée là-bas. Et on va vous le démontrer tout de suite, on a déjà fait la démonstration, mais au jour d'aujourd'hui, en Amérique, effectivement, on a ces gouvernements, on a ce système, on va dire, druidique. Quel est le rapport, par exemple, entre le logo de la spiritualité égyptienne, le logo de la spiritualité nazie, le logo de la spiritualité, on va dire, chamanique amérindienne, d'accord, et le logo des États-Unis?
Il y a quelque chose, il y a un logo qui se répète à chaque fois. On en a parlé dans une émission, rappelle-toi, avec Amira. Tu as fait un article dessus. Tu m'écoutes pas, Sangara. Oui, si, je t'écoute. L'aigle, pardon, excuse-moi. Sangara, Oui, tu m'écoutes pas. si, je t'écoute. Je Bon. t'écoute, je t'assure. Je t'écoute. Bon. Donc voilà, l'aigle, l'élévation spirituelle. Faites les rapprochements, faites les connexions, messieurs, dames. Les symboles ne changent pas. Le nom des civilisations change, le nom des gens change, mais les symboles restent les mêmes. Ça, c'est important. D'accord? Donc, effectivement, et il y a un symbole de ce druidisme aux États-Unis qui est vraiment flagrant. Tout à l'heure, on disait que les druides étaient des bardes, des poètes, ils aimaient bien jouer un peu la comédie devant les gens pour pouvoir leur raconter les histoires du royaume ou de l'empire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils avaient pour le faire? Ils avaient une baguette magique, un peu comme la mienne là. D'accord? C'était une baguette magique en bois de houx. Et ce bois de houx, comment on dit bois de houx en anglais? Holly. Hollywood. Hollywood, c'est un druide qui est en train de vous raconter des histoires. Système druidique. Donc, on est en plein dedans. En plus, aux États-Unis, en Géorgie, là, je vais vous faire un autre partage. En Géorgie, on retrouve quelque chose qui ressemble énormément à ça. C'est-à-dire Stonehenge, l'un des endroits les plus druidiques, celtiques, gaéliques possibles au monde, connus dans le monde entier. Un endroit où il y aurait des vortex énergétiques sans nom. D'accord? Aux États-Unis, en Géorgie, on retrouve un monument. Tu vois de quel monument je parle? Celui-là. Oui, avec tout écrit en plusieurs langages de. Ouais, je l'ai déjà vu sur. Voilà. Donc, qui est basé, effectivement, quand on regarde sa structure, vraiment sur un système. Voilà, c'est vraiment une pierre, enfin des pierres posées comme justement les pierres de Stonehenge, qui nous rappellent effectivement cette culture gaélique, druidique, vous pouvez donner le nom que vous voulez, celtique. Et tu sais ce qui a marqué là sur ces pierres-là? Il y a un code, il y a un guide, il y a une guidance, il y a quelque chose qui nous est des commandements qui nous sont donnés sur ces pierres-là qui sont rattachées bien évidemment à la culture Illuminati américaine. Et qu'est-ce qui a marqué sur ces pierres-là, Sangara? Est-ce que tu as une petite idée? Est-ce que tu avais déjà tu avais entendu parler? Est-ce que tu sais? Je les ai, moi, les copains. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu loin dans les recherches, mais je sais que c'est écrit en plusieurs langages anciens. Voilà, mais là, je l'ai traduit en français. Alors, le premier commandement, déjà, maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Toujours la nature. On est en plein dans le druidique. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Traiter de la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec modération. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Ensuite, laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. On n'a pas ça déjà? Si, ça s'appelle la CPI. Mon cul sur la commode, ouais, voilà. Voilà. 7e commandement, éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Putain, en France, il peut y avoir du chômage. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Faire primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Et ne pas être un cancer sur la terre, laisser une place à la nature. Est-ce qu'un druide aurait pu écrire ça? Oui, hein. Complètement. Moi, je dis de 2 à 10, ça va. Ce qui me fait flipper un peu, c'est le premier. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Mais juste pour vous donner un avis, on est juste 7 milliards d'êtres humains. Ça veut dire qu'il y a 6 milliards 500 millions d'êtres humains qui doivent crever. Il ne faut pas rester là, messieurs, dames, il faut partir. Il ne faut pas rester là. Le 3, on y est bientôt. Oui. On est en plein dedans. Hein. Je veux dire, la dernière étape, finalement, c'est la première. Hein.
Parce que tout le reste, quand tu regardes les New Age, là, oui, il faut la nature, les bisounours, là, il faut sauter dans la… tout le monde tout nu dans la nature, ok, ça, on y est bientôt. Faire primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini, mais ça, n'importe quelle personne spirituelle recherche ça, donc ça va être facile d'embarquer les gens. Hein, ça, même moi, le premier, moi, je saute le 9, j'y vais tout de suite. Hein. C'est bon. Tu vois, équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux, bon, ça, je sais pas comment ils vont faire, vu les fractures sociales qui peuvent se passer. Mais bon, s'ils arrivent à réduire la population de 6 milliards et demi de personnes, je pense qu'ils vont arriver à faire ça. Donc, je pense que voilà. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Sangara? Ouais, nouvel ordre mondial. Voilà, donc si vous vous renseignez un peu sur le NWO, non, oui, c'est ça, hein? New World Order, ouais, c'est ça. Effectivement, mais vous avez là le plan qu'ils ont. Voilà. Donc 6 milliards et demi d'êtres humains, comment on peut faire ça vite fait? Une guerre nucléaire? Comment on fait ça? Des épidémies? Comment on fait ça? On fait péter les plombs à tout le monde? C'est quoi le projet? Bon, en tout cas, bref. Système druidique, messieurs, dames. Mais regarde, hein, tu vois, on a réussi, on a même encore du temps. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, justement, Sangha? Alors, oui, tu es arrivé à Hollywood. Je pense qu'on va développer sur la prochaine émission, je pense, l'aspect vraiment d'Hollywood à ce niveau-là. Maintenant, On peut en parler là un petit peu déjà. C'est vrai que, mais déjà, le fait que ça soit appelé Hollywood, c'est pas anodin, n'est-ce pas? Effectivement, il y a énormément de programmation socio-culturelle qui est fait à travers Hollywood. De toute façon, hein, la baguette magique à bois de houx. Il y a énormément d'informations qui vous sont divulguées par le biais d'Hollywood ou qui sont discréditées par le biais d'Hollywood. Parce qu'effectivement, si demain, là, on vous fait une émission sur les Stargate, vous allez dire, vous regardez trop la télé, les jeunes. Et pourtant, on a des preuves sur la planète, des artefacts, des choses qui nous indiquent que ces portes des étoiles existent bien. C'est juste qu'on ne sait pas encore. Enfin, le commun des mortels ne sait pas s'en servir. Et sans forcément axer sur effectivement l'aspect science-fiction, ouais. Le vecteur principal de la culture populaire, c'est Hollywood. Aujourd'hui, on est tellement conditionné par ce vecteur-là que même lorsqu'on va regarder ou lire un film, ou lire un livre, pardon, regarder un film. Un livre, oui. Tu lis des films. On va être automatiquement avoir en référencement, ça me fait penser à une série. Ça me fait penser à un film. Donc, mais plus loin que ça, Sangha. Regardez déjà récemment comment on nous a fait avaler le pré-adamique, mais d'une façon, mais c'est merveilleux, merveilleux. Walt Disney nous fait avaler ça maintenant. Qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu Twilight. T'as combien d'ados qui veulent se faire mordre par un vampire là? Réfléchis. Va dans la rue là, il est trop beau, il est tout blanc, va bronzer, je sais pas, fais quelque chose. Non mais combien il y a d'ados au jour d'aujourd'hui qui rêveraient de se faire mordre par un vampire parce qu'elles ont vu Twilight? Regarde comme ils nous font gober le pré-adamique. Regarde, pas plus tard que la dernière fois, je regardais sur la chaîne et tout, je vois un dessin animé sur Dracula avec un petit garçon et les enfants, ils sont là, ils sont… voilà, il y a plein de dessins animés maintenant. Chica Vampira, la petite vampire. Maintenant, c'est cute les vampires. Tu vois, c'est génial. Allez les gens, allez vous faire mordre par des vampires. Tout va bien. Hollywood nous fait avaler des couleuvres, nous fait avaler, mais même sans aller jusque-là, sans aller dans le glauque et dans le satanisme ou ce genre de choses. Mais au jour d'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on est conditionné par Hollywood, on est conditionné à un certain niveau où, encore une fois, au jour d'aujourd'hui, les demoiselles ou même les jeunes hommes qui veulent une histoire d'amour, si ça se passe pas exactement comme dans le film, c'est pas une histoire d'amour. Combien de disputes à la maison sont générées par les séries à la télé? C'est-à-dire qu'on veut répéter exactement la phrase que le gars il a dit parce qu'on a trouvé ça bien quand il a mouché sa copine. Mais ça marche que dans les films, messieurs dames. Vos relations ne doivent pas ressembler à ça. Je vous le dis tout de suite. Moi, je me souviens, et déjà très jeune, par exemple, un truc, bon, on n'est pas dans Hollywood, mais on est dans la B-production, on est dans tu vois, dans la magie de la télé. Je devenais fou en regardant Hélène et les garçons. Je dis, mais à part se tromper et faire, qu'est-ce qu'ils font?
Donc, tu vois ce que je veux dire? On programmait les ados. Rigole pas, Sangara. Pourquoi tu rigoles? Hein, tu te rappelles de ce que je faisais? Ben ouais, mais écoute, moi, je voulais ça à la télé. Je voulais être le prince de Bel-Air, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Mais je ressemblais plus à Carlton, donc j'étais un peu dans le Voilà, non, mais c'est quoi? Non, mais regarde, en plus, je pars d'Hollywood, j'ai un truc de Superman, mais bien évidemment. Non, mais c'est S comme Cyriliel, les gens. Hein, confondez pas. Bon, bref. Tout ça, ils vont dire, ah, salut Lego, Coco, il en peut plus. Bon, bref. Euh, tout ça, tout ça pour dire, effectivement, que on est conditionné par ce qui se passe à la télé. Combien de femmes ne trouveront pas l'amour parce qu'elles ne trouveront jamais, comment il s'appelle, John Travolta pour Danser sur Grise? Hein? Que c'était quoi l'autre film aussi là avec bébé là, comment ça s'appelle là où ça danse là? The time of my life. Tu te rappelles pas là? Ghost ou une chose comme ça. Non, c'est pas Ghost, c'est l'autre. Ah, attends, je me rappelle plus, tu vois. Ah, les filles, elles veulent Dirty Dancing, tu vois. Ouais, Tu vois, c'est ça, tu vois, Dirty Dancing, quoi. Donc, le truc, c'est le truc de dingue. Toutes les femmes, elles attendent qu'un gars vienne les chercher, un rebelle aux cheveux blonds, pour les faire danser. Mais rêvez pas, les filles. L'homme de votre vie, c'est pas ça. Il est peut-être encore mieux que ça. Mais effectivement, on a énormément été conditionnés par le cinéma. Regarde, ne me dis pas le contraire. Tu vois un film de Rocky, t'as envie d'aller te taper dans la rue. Ouais, t'as envie de faire la boxe, ça y est, t'es parti, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, on est conditionné par Hollywood et finalement, la magie druidique opère. N'est-ce pas? Bon. Est-ce que tu as un mot pour conclure? Je pense que bon, déjà, excusez-nous pour le petit souci technique du début. Oui, le début d'émission. Voilà, un petit peu, on se demande d'où ça vient d'ailleurs. Non, moi, je me demande plus. Mais je pense que sur cette émission, on vous a expliqué beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre civilisation. Parce que je dis notre civilisation parce que, comme tu l'as dit, on est français, on est occidentaux, et on est sous le joug de cette structure qui n'est pas forcément négative en soi, puisqu'elle permet de faire avancer, mais il faut en être conscient. Voilà, conscient dans quel système on est, que ce système vient de très très loin. Il existait déjà avant, ouais, tout à fait. Voilà, c'est surtout ça. Surtout ça. Et encore une fois, pour revenir encore sur toutes ces choses-là, effectivement, vous êtes conditionné par une partie de cette magie, puisque justement, cette magie-là fonctionne. Elle fonctionne sur vos esprits, elle fonctionne sur votre énergie, elle fonctionne à énormément de niveaux. On en a parlé encore avec Hollywood. Demain, justement, avec tous ces films sur les ovnis, on a réussi à nous faire accepter le terme extraterrestre par rapport à nos frères de l'espace et toutes ces choses-là. Demain, je suis sûr que des gens vont voir un vaisseau dans le ciel, ils vont dire putain, ils sont balèzes Hollywood, regarde ce qu'ils nous font en live. Tu vois, les gens, ils seront presque même plus étonnés. Tu vois, ils vont presque se demander, voilà, c'est encore les Américains qui nous ont fait un truc de fou. En plus, on parlera aussi du projet Bluebeam plus tard, mais il y a des choses qui sont mises en place aussi pour nous faire avaler des couleuvres en 3D directement. Il y a des technologies, cette magie druidique aussi qui se met en place. On en parlera dans une fois le monde. On vous prépare. On vous prépare à tout ça. On vous montre, on vous démontre. On vous amène là, tout doucement, en faisant le pont entre avant, aujourd'hui et demain. C'était Il était une fois le monde, épisode 2, saison 3. Sangara, bonne journée. Bonne soirée, pardon. Biggie, you can cut it. We're down. Bye bye.